Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. C'est Bonjour. déjà notre 20e bulle. 20 ans DDQE, 20 bulles. On va, comme d'habitude, attendre que vous vous connectiez à peu près tous et toutes avant de commencer. On se laisse 1 ou 2 minutes. Vous êtes 400 inscrits pour ce webinaire sur le nom. Avoir dit oui au nom Voilà. et On a, vos messages. ouais, on attend un tout petit peu et on va démarrer tranquillement cette bulle ensemble. Donc, qui se déroule aujourd'hui en duplex entre Lyon et Strasbourg. Donc, de part et d'autre de la SCOP et des deux intervenantes, Claire Amann et Aura Hernandez. Et bon, on va commencer le temps que tout le monde nous rejoigne. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette déjà 20e bulle qu'on est heureuse, Céline et moi, d'animer aujourd'hui avec Claire Amann et Aura Hernandez et avec vous, 400 participants et participantes inscrits sur la thématique quand le nom est une force. Comme d'habitude, vous allez nous rejoindre au fur et à mesure, donc on va en profiter pour vous présenter rapidement la Scope Les Deux Rives et la démarche des DQ dans laquelle s'inscrivent ces bulles. On peut passer à la slide suivante. En 2 mots, la Scope Les Deux Rives, donc on est une société coopérative multirégionale, implantée, comme tu le disais Céline, à Lyon et Strasbourg, et en activité également à Paris, à Caen et à Dijon. On travaille depuis plus de 20 ans sur les sujets écologie et bâtiment et on se définit comme à la croisée d'un organisme de formation, d'un bureau d'études AMO et d'un centre de ressources, avec comme objectif qu'on se donne, c'est de décloisonner les modes de faire et de penser pour pousser plus loin les curseurs face à l'urgence climatique auprès des acteurs du cadre bâti. Avec un parti pris, détourner, questionner, expérimenter ce que sont les nouvelles formes d'habiter, de vivre ensemble et les modèles économiques associés. Et c'est autour de l'activité fondatrice de notre scope, la formation certifiante DDQE, développement durable et qualité environnementale, qu'on a lancé ces bulles il y a 5 ans déjà. Formation certifiante DDQE qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. On peut passer à la slide suivante. Donc, en 2 mots, pour la formation des DQE, il s'agit de l'unique formation d'envergure nationale d'acculturation sur les sujets d'écologie et de l'évolution des métiers du cadre de vie bâti aménagé que nous déployons donc sur les villes que vient de citer Hélène, donc à Lyon, Strasbourg, Dijon, Caen et Paris. Ce parcours de 20 jours propose d'agir ensemble en s'appuyant sur des retours d'expérience éprouvés pour nourrir des démarches critiques et alternatives. Plus de 1800 professionnels certifiés sont dénombrés à ce jour depuis 2003. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce parcours certifiant, nous organisons un webinaire de présentation de la formation des DQE ce jeudi prochain, 27 novembre, de midi à 13 heures. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Pour les prochains démarrages de formation qui ont lieu à Paris, ce sera à Montreuil et à Lyon, ce sera au pôle coopératif ou pas. Avec nos bulles, nous souhaitons permettre au plus grand nombre d'accéder aux thématiques qui jalonnent ce parcours certifiant des DQE et d'échanger avec les experts et expertes qui les animent et qui nous font le plaisir d'y contribuer, comme aujourd'hui. On peut passer à la slide suivante. Nous animons cette série de bulles 2025 avec une couleur particulière cette année qui est placée sous le credo S'affranchir ensemble et autrement. Nous vous proposons, au travers de ces bulles de l'automne, d'explorer ensemble hors des sentiers battus, parce qu'on pense que c'est bien dans les marges de nos pratiques professionnelles qu'on puisse nos sources d'inspiration et des moments de respiration. Des sujets que nous vous proposons d'investiguer ensemble avec nos expertes profondément engagés à nos côtés sur la transformation de nos métiers et de nos sociétés. Prochaine bulle sur toujours le pas de côté, c'est le 16 décembre sur les questions d'évolution de la RE 2020-2026. Comment garder le cap environnemental malgré tout?
On peut passer à la slide suivante pour vous donner quelques infos sur sur les bonnes pratiques. Euh, donc le webinaire, comme d'habitude, on l'a configuré avec micro, caméra éteint, parce qu'on est un grand nombre de participants. Et pour ce qui est des temps d'échange qui se dérouleront après chacune des deux présentations, on va vous proposer d'utiliser le chat et c'est Céline et moi qui animerons cette partie temps d'échange sur la base des questions que vous posez dans le chat. Et on peut passer à la slide suivante. Alors, il y avait une petite slide d'actu sur nos formations courtes aussi. Je vous en dis un mot très rapidement, c'est pas grave si ça s'affiche pas à l'écran, sur les prochaines formations qu'on organise. Donc, il y a la formation DDQ en format certifiant long sur une année, 20 jours et des formations courtes en présence et à distance, 1 à 2 jours. Les prochaines qu'on organise, c'est fin novembre sur la RE 2020, cap sur 2028-2031 et une autre en décembre sur les biosourcés comme alternative, toutes les deux à distance. Et ensuite à Lyon, à Paris et à Strasbourg, les thématiques qu'on amène en formation courte fin d'année, ce sera sur l'humidité dans les parois, le passif et les biosourcés et le confort d'été. Un Voilà. zoom sur une formation qu'on a montée avec Aura et avec donc Aura Hernandez de Nounat qu'on va vous présenter et Frédéric Ségur, expert nature en ville, une formation sur l'adaptation au changement climatique qui va avoir lieu au mois de mai à Paris et des dates qui arrivent à Lyon et à Strasbourg également. Donc, c'est 2 jours de formation pour identifier, mobiliser les techniques, les leviers techniques et humains pour aménager la ville nature en s'appuyant sur les services écosystémiques rendus par Nature en ville. Donc voilà, dans cette optique de répondre aux enjeux liés à l'adaptation des villes au changement climatique et à la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Donc voilà, pour l'actu précisément avec l'une de nos deux intervenantes de ce jour. Et donc, Et, vas-y. et avant de vous passer la parole, quelques mots de présentation, Claire et Aura. Donc, Claire, nous nous sommes connus il y a près de 15 ans sur les bancs de la formation des écueux. Et tu es architecte et urbaniste à Strasbourg, associée gérante d'Urbitat Plus, qui est un atelier d'urbanisme dont la vision repose sur la co-conception et la concertation pour des projets collaboratifs. Urbitat Plus s'intéresse à l'interface ville-habitat en tenant compte des différentes dimensions de l'habité et à la mise en place de dispositifs qui permettent la prise de décision raisonnée par les différents acteurs impliqués dans la production de la ville. L'atelier développe également des dispositifs participatifs destinés à intégrer les habitants, usagers, citoyens à la production de leur espace. Aura, tu es psychologue sociale et environnementale à Lyon, fondatrice et dirigeante de Nounat, agence dédiée aux bifurcations écologiques et sociales dans l'aménagement urbain grâce à la recherche et développement en sciences humaines, sociales et comportementales. Tu accompagnes les professionnels de l'urbanisme dans leur démarche d'expérimentation et mise en œuvre des modes de faire et des projets qui réconcilient l'humain avec son propre écosystème social et naturel. Et tout cela au service de l'habitabilité et de la désirabilité des territoires. Donc, comme vous le voyez dans vos profils respectifs, on est plein dans le sujet d'aujourd'hui. En introduction, en amont de cette bulle, on aurait souhaité avoir un petit échange avec vous, Claire et Aura. Vous intervenez toutes les deux dans le cadre de nos formations certifiantes des DQE. Pour donc introduire ce propos, pouvez-vous en quelques mots nous partager en quoi vos engagements respectifs rejoignent ceux de la démarche des DQE? Mmh, oui, merci, oui, en effet, tu l'as bien dit, moi, c'est vraiment, la formation des DQE qui, qui m'a fait changer de regard ou en tout cas, qui m'a donné envie de faire autrement pour faire mieux et effectivement, je crois que c'est Hélène qui en parlait, il y a cet intérêt aussi de faire un pas de côté pour mieux avoir une vision d'ensemble et dans ce sens, l'idée de faire ensemble et autrement qui est aussi le nom du module, qu'on anime, c'est vraiment une valeur, que je porte et qu'on porte, tous ensemble, chez Urbista Plus. Merci. Et pour toi, Aura? Ton mi- Oui, c'est bon.
Donc pour ma part, déjà je tiens à vous remercier aussi de cette invitation et de cet espace de réflexion collective, parce que pour moi c'est surtout ça, un temps de partage et de réflexion. Et moi, ce qui m'anime énormément, c'est vraiment cette volonté de à la fois faire autrement, mais avec le mot, et j'aime beaucoup le mot de la série des bulles, de s'affranchir, c'est-à-dire que c'est qu'en s'affirmant, en allant chercher ce qui est important à l'intérieur de chacun de nous, que on sera en capacité de porter des choses différentes qui nous portent et avec lesquelles on s'épanouit. Et que si on s'épanouit pas dans ce qu'on fait, on peut très vite tomber un peu dans le désespoir, dans la frustration. Et je dirais qu'il y a plein de choses à apprendre, il y a tellement de choses à vivre que ce serait dommage. Et les grandes sources d'épanouissement sont à la fois les relations de qualité et tout ce qu'on peut apprendre. Et ça, on peut le faire en faisant autrement et ensemble. Donc c'est ça ce qui me réunit à la DDQE. Merci à toutes les deux. Donc, effectivement, faire ensemble et autrement, pourquoi ce sujet de bulle aujourd'hui sur le nom, on fait le constat que la parole divergente ou alternative, elle est souvent mise de côté ou stigmatisée. Quand on a préparé cette bulle, ça nous a semblé important d'en prendre le contre-pied et de voir ensemble concrètement dans le projet urbain et de co-création comment faire une force de ce nom par le biais de l'affirmation du nom dans les projets participatifs comme élément de démarrage d'un projet collectif et pas comme un point de blocage. Cette réflexion, elle est portée conjointement par l'équipe de la SCOP, les deux rives avec Aura et Claire, est née de notre expérience en formation des DQE. Donc, comme Céline le rappelait, vous co-animez la journée assistance à maîtrise d'usage et facilitation, un nouveau mode de concevoir le projet. Et notamment lors d'une session de formation à Lyon, un jour de canicule, où le nom a été clairement exprimé et assumé, et comment il a pu nourrir le processus de co-création. La thématique de la bulle d'aujourd'hui est aussi issue de l'ouvrage Les territoires qui disent non, mobilisation et mutation de l'action publique, un ouvrage collectif sous la direction de Renaud Père, Christian Paul et Christophe Parnet de la chaire Transformation de l'action publique de Sciences Po Lyon, qui font le pas de la lutte territoriale à la transition écologique. Donc partir d'une opposition pour poser les bases d'un projet irrigué par le consensus et le partage d'idées qui rassemblent. Cette approche, elle convoque la controverse d'utilité publique. Elle montre que le nom est l'une des composantes essentielles des mécanismes de la concertation et des démarches participatives et qu'il peut, s'il est pris en compte et entendu, permettre la structuration d'une intelligence collective. Et pour commencer, je te passe la parole, Claire, pour la première partie de notre bulle, comment créer un cadre ouvert à la possibilité du non, revue de situations concrètes et d'outils. Et on se retrouve pour le temps d'échange. Très bien, ben, merci beaucoup. En effet, moi, j'ai souhaité parler justement de cette question du non dans les projets, notamment dans les projets urbains, parce que souvent, dans cette peur du non, et ben, finalement, on ne va pas mettre les choses en débat. On ne va pas les mettre par peur de mauvais timing, de durée. C'est des choses qui ont été évoquées plusieurs fois. Là, je recueille des avis, enfin, je transmets des avis qui avaient été recueillis dans le cadre d'un échange avec les partenaires autour d'un projet NPNRU à Sochaux. La peur du règlement de compte aussi, c'est souvent un des enjeux ou un des freins à cette mise en débat. Bien sûr, les critiques, l'absence de propositions concrètes et aussi la peur que l'intérêt individuel prime, mais dans la question du timing, de la durée, il y a aussi la peur de devoir modifier un projet déjà établi, donc que ce soit un frein à un ordre de marche, de faire comme on a toujours fait, ou de devoir tenir compte de tous les avis divergents en disant ben, on ne peut pas tenir compte de tout le monde. Et c'est bien aussi pour ça que dans beaucoup de cas, on ne va pas faire avec les riverains, avec les participants ou les citoyens, et on va plutôt faire dans son coin sans tenir compte de la vie générale. Et pour nous, c'est souvent ben, peut-être une perte dans le projet, quelque chose
qui pourraient vraiment venir l'enrichir. Donc, ici, l'idée, c'est de dire qu'une opposition, ça peut être une opportunité d'associer l'ensemble des parties prenantes dans le projet au débat et leur permettre d'apporter, dans un premier temps, leur expertise, parce que chacun, en tant qu'habitant, en tant que citoyen, a une expertise propre des usages, par exemple de l'espace public, mais aussi des usages d'un bâtiment. Et ensuite, de contribuer ensemble à la construction d'un projet collectif, partagé, et donc un projet adapté à l'ensemble des citoyens, on va dire. Dans un premier temps, pour moi, il y a vraiment l'enjeu de comprendre l'origine de l'opposition et pour pouvoir mieux faire ensemble. Donc souvent, c'est une manière de se positionner pour pas subir une situation. Et, et bien sûr, l'idée, c'est en le comprenant, de permettre d'ouvrir cette démarche participative. Il me semble aussi que ce qui est nécessaire ou essentiel, c'est d'avoir une démarche d'ouverture au dialogue. Si on veut lancer ce dialogue participatif, c'est de savoir ce qu'on va mettre en jeu, de savoir ce qu'on est prêt à faire en tant que pas en avant, les concessions, quel est ce cadre négocié, et dans tous les cas, d'avoir une démarche d'honnêteté. Si on décide d'ouvrir le dialogue, c'est pour tenir compte des avis et pas juste pour faire dire des choses et puis ne pas en tenir compte, puisque dans ce cas-là, on serait vraiment dans une démarche contre-productive. Dans ces différentes formes d'opposition, on peut aussi avoir, et c'est souvent le cas, la peur du changement, parce que souvent, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. On a aussi souvent une facilité à se positionner en opposition, plutôt que de faire des propositions sans connaître clairement le cadre et l'étendue des possibles. Donc, c'est aussi une façon peut-être non dite de commencer à faire des propositions. C'est comme ça que je le vois. Et effectivement, dans l'opposition à un projet acté, ça implique de donner des éléments de compréhension du projet avant de commencer une démarche et de laisser la porte ouverte à des propositions complémentaires d'ajustement, pas juste de donner ces éléments de compréhension du projet. En fonction de la culture de la participation des parties prenantes, que ce soit les opposants, mais aussi les porteurs de projets, il y a aussi cette question de comment on va travailler ensemble et souvent la question d'un tiers médiateur. Quand je dis tiers médiateur, c'est un facilitateur, un assistant à maîtrise d'usage peut permettre aussi la facilitation de la construction d'un projet ensemble pour aussi mettre à disposition des deux parties des outils qui facilitent le dialogue. Peut-être un exemple que je trouve particulièrement intéressant, que j'avais vu présenté par un élu de la ville de Saint-Germain-en-Laye, qui avait, dans le cadre d'un écoquartier, l'écoquartier du Bel Air, qui combine un quartier d'habitat social des années 70 avec un projet de renouvellement urbain et des nouvelles constructions, avait mis en place des ateliers Venez râler. Et l'objectif, c'était vraiment que l'ensemble des habitants puissent parler des problèmes au sein du logement, au sein du quartier, avant la mise en place d'ateliers participatifs autour du projet. Dans son témoignage, cet élu, Paul Joly, disait pour être bien dans son quartier, il faut d'abord être bien dans son logement et donc résoudre l'ensemble des dysfonctionnements qui parasitent le débat avant de pouvoir aller plus loin dans le débat.
dans la question du cadre, pour ouvrir le débat, il me semble essentiel que le postulat de base, c'est d'avoir envie de faire ensemble, en fait. Parce que si on n'a pas envie de faire ensemble, c'est ce que je disais un peu plus tôt, ben, finalement, il n'y a pas lieu d'avoir ce débat. Il y a aussi, dans la question du cadre, c'est de donner très tôt les invariants, ce qui n'est pas négociable, qui est de l'ordre du technique, du politique. Il y a des invariants du financier sur lesquels on ne va pas pouvoir négocier. Et ça, c'est important de le présenter assez tôt dans la démarche. De parler aussi de cette notion de bien commun et vraiment en opposition à l'intérêt individuel. C'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison. C'est bien l'intérêt collectif et l'intérêt du groupe qui va primer sur l'intérêt individuel. Ensuite, vraiment d'exprimer clairement les outils de compréhension des différents arbitrages, des différentes contraintes. On donne ces invariants, mais il faut aussi qu'on puisse les comprendre, qu'on les traduise et d'animer ce groupe qui est d'abord un groupe d'opposition, mais qui est un groupe et donc avec lequel on peut travailler pour justement construire un projet ensemble. Pour nous, il y a vraiment l'enjeu de voir ce groupe comme une force vive, parce que finalement, c'est un groupe qui est déjà impliqué dans le projet. Et ça, on le déplore assez dans les dispositifs participatifs, que finalement, les gens ne s'intéressent pas au projet, on les associe, mais ils ne participent pas. Quand on a un groupe qui s'est fédéré dès le départ, c'est potentiellement un relais pour la vie de quartier, pour transmettre le projet, mais à condition, bien sûr, de l'associer dans le débat et dans ce dispositif participatif. Peut-être, là, je vais juste présenter un petit retour d'expérience, justement, d'un projet qu'on a mené à l'agence sur l'aménagement d'un quartier, sur lequel on est intervenu dans... je vais passer à la slide suivante, dans l'aménagement d'un quartier d'habitat et dans lequel, on peut le voir sur la diapositive centrale, pendant longtemps, on avait un espace aux friches au cœur du quartier qui a finalement été aménagé en parc, vraiment qui était attendu depuis de longues dates par les habitants. Et dans la suite de l'aménagement du projet, on est venu mettre en place la collecte en point d'apport volontaire. On avait, dans le cadre de l'aménagement du parc, mené un dispositif participatif pour construire le programme, les usages, etc. Et pour nous, la question des points d'apport volontaire n'était pas du tout un sujet, en fait. Ça faisait partie du reste de l'aménagement de l'espace public. Et on s'est heurté de manière assez violente et assez inattendue à une levée de bouclier des habitants, mais vraiment une opposition à cette mise en place des points d'apport volontaire. On a mis assez longtemps, on a mis du temps à comprendre en fait que l'aménagement de ces points d'apport volontaire, il était vraiment lié à l'aménagement du parc et que les habitants ne comprenaient pas pourquoi on venait d'aménager le parc et puis on mettait des poubelles en entrée du parc. Et c'est vrai que c'est en faisant justement des réunions d'échange et d'explication qu'on a compris ça, mais aussi qu'on a réussi à travailler le projet et l'acceptation du projet avec un aménagement visuel, c'est la photo du haut, pour masquer depuis la rue ces poubelles avec une palissade et des plantes grimpantes, mais aussi à l'arrière du parc avec un muret en pierre sèche, etc., qui permettait une meilleure intégration des plantations denses de ces points d'apport volontaires. Et c'est aussi en amenant des plans techniques et en faisant vraiment un atelier de travail sur des sujets techniques, de montrer que c'est le seul endroit où il n'y a pas de réseau et on peut enfuir justement ces cuves d'apport,
que finalement, on a pu avoir ce consensus-là parce que finalement, il n'y avait pas non plus beaucoup d'autres endroits libres de réseau sur cet espace public. Voilà. Mais ces points d'échange, ça a aussi permis finalement, et c'est un groupe qui existait déjà, mais en fait, on s'est rendu compte, c'est par exemple la page Facebook du groupe des habitants qui sont un véritable relais au sein du quartier, puisque j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que finalement les supports des réunions publiques sont mis en ligne, qui permettent donc d'avoir une information de tous les habitants sur les différentes réunions publiques. Donc c'est aussi une force vive vraiment du quartier. Une communication sur les travaux. Là, on voit une photo super, plantation d'arbres à la place des places de stationnement. Mais en fait, où on a petit à petit, au fil du temps, des habitants qui sont relais sur l'avancée des différentes étapes de la construction du quartier. Et donc, vraiment une véritable force vive au sein du quartier. Pour finir, je vais présenter quelques outils qu'on utilise chez Urbita Plus assez régulièrement pour faciliter l'expression du nom, parce qu'on en parle en formation, mais ce qui nous semble vraiment essentiel, c'est de pouvoir dire dès le départ, plus tôt on le fait, mieux c'est, ce qui peut faire peur, ce à quoi on est opposé dans un projet, etc. Et de pouvoir le traduire visuellement aussi et de manière peut-être détachée de l'individu. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les post-it, en fait, qui permettent aussi de classifier les choses. Là, on voit de manière un peu anonyme les différentes synthèses qu'on a pu faire justement de ce qui peut faire peur, de ce qu'on ne veut pas voir. C'est un atelier public qui a eu lieu, par exemple, dans une commune du Bas-Rhin, à Biège-Villers, pour la création d'une ZAC. C'est vraiment un atelier qu'on utilise régulièrement. D'autres éléments, vraiment de pouvoir se positionner, on utilise des jeux de cartes avec des thématiques. Là, c'était justement pour l'aménagement d'un espace public où on va choisir une carte ou deux cartes de ce qu'on ne veut absolument pas avoir comme usage dans cet espace public. Là, on voit qu'il y a un consensus assez fort dans ce temps d'échange sur la question de jardiner, avec d'autres éléments qui ont plus d'intérêt, mais qui permettent de dire aussi qu'on exclut des usages, des choses, et qui permettent vraiment de faciliter cette expression du nom. Un autre outil qu'on utilise régulièrement, et ça c'est vraiment pour ensuite construire un projet ensemble, c'est de commenter des scénarios en mettant en avant ce qui nous intéresse, mais aussi ce qui pourrait être amélioré, ce qui ne nous semble pas adapté pour ce scénario-là. C'est des choses qu'on va aussi commenter sous forme de post-it souvent. Ça peut aussi être sous forme de bulles. Je vais peut-être passer à la suivante où on va dire que en fait, c'est des choses de manière visuelle, verte ou rouge, qui nous semblent plutôt positives, plutôt négatives, mais sans être sur un scénario repoussoir et un scénario préférentiel. C'est plutôt des scénarios, plusieurs scénarios qui vont faire apparaître des tendances sur lesquelles chacun va pouvoir se positionner dans les choses dans les programmes qu'on ne souhaite pas voir ou ceux qu'on pourrait préférer voir mettre en œuvre. C'est bien entendu aussi des scénarios qui sont toujours travaillés en amont avec la maîtrise d'ouvrage et validés par la maîtrise d'ouvrage. Et ensuite, pour transcrire et restituer cette expression, un outil qu'on utilise vraiment beaucoup et qui nous semble vraiment important, c'est aussi le compte-rendu graphique qui permet par des couleurs et par des petites axonométries simples de montrer ce qui n'est pas souhaité, ce qui va être mis en avant, etc. Voilà.
Et peut-être pour finir, le cadre pour nous d'un dialogue réussi, c'est de ne pas avoir peur de mettre le projet en débat parce qu'avec des outils, avec une ouverture, et ben finalement, on peut construire un projet ensemble. Bien sûr, de poser le cadre, d'ouvrir le dialogue, je l'ai déjà dit, de donner des outils qui permettent la facilitation, l'expression, de poser aussi des limites sur le dialogue, parce qu'il me semble que c'est important de pouvoir dire qu'on ne veut pas être sollicité 24 heures sur 24 dans toutes les instances. En fait, on a un cadre spécifique pour permettre ce dialogue et il faut en profiter. Euh, D'agir à la suite de ce dialogue partenarial, mais aussi d'expliquer ce qui ne peut pas être mis en œuvre tout de suite et qui va être remis à plus tard ou qui va être remis à l'arbitrage, et de permettre aussi la prise de relais d'initiatives, notamment d'initiatives citoyennes, qui sont vraiment des appuis pour la suite. Voilà, je vous laisse. Merci Claire pour ce temps de présentation qui nous a bien permis de comprendre et d'appréhender comment est-ce qu'on peut faire de cette enfin des pistes en tout cas pour faire de cette force d'opposition des forces vives dans le projet avec des outils conçus avec la maîtrise d'ouvrage en amont du projet, comme tu le rappelais, le plus en amont possible et avec un cadre clairement défini. On a une première question qui nous est arrivée justement sur ce cadre-là. Est-ce que tu peux donner des exemples d'invariants? Comment les identifier? Quand tu parlais d'exprimer, de poser les invariants dès le début de cette concertation-discussion. Ben, dans un premier temps, on a des invariants techniques et financiers. On a un cadre, même nous, en tant que concepteurs, on a ce cadre. Ben, on est dans une enveloppe budgétaire qu'on ne va pas pouvoir dépasser. Donc ça, c'est un cadre et je pense qu'on peut l'exprimer clairement. En fait, en donnant ce cadre, on le donne. On a des invariants techniques aussi de mise en œuvre, de réalisation, des invariants de temps en temps, enfin de délai, auxquels on peut être soumis. Voilà, par exemple. Et effectivement, en termes d'invariants techniques, ben, par exemple, on peut avoir des contraintes qui sont liées à des questions structurelles. On ne peut pas tout faire parce qu'on a des contraintes de structure, parce qu'on a des contraintes dans l'aménagement public de réseau. Par exemple, on ne peut pas planter n'importe où si on a des tuyaux qui passent en sous-sol à certains endroits. On ne peut pas... Voilà, par exemple. Je ne sais pas si j'étais assez précise, mais... Ton micro est coupé, Céline. Pardon. Ouais, merci Claire. Avant, tu parlais du nom qui s'était exprimé à certaines étapes de projet de retour d'expérience que tu nous as présenté. Est-ce qu'on peut traiter cette opposition à toutes les étapes du projet et comment l'intégrer au mieux dans la temporalité d'un projet? Alors, pour moi, bien sûr, et c'est ce qu'on dit beaucoup en formation des DQE, plus on le prend en amont, plus c'est facile ensuite de construire un groupe de travail, un groupe convergent vers un projet commun. C'est sûr que si on arrive à des étapes où l'ensemble du projet est validé et je ne sais pas, peut-être même qu'une maîtrise d'œuvre a déjà été recrutée, bah, c'est beaucoup plus compliqué de faire des amendements dans le projet. Donc, une entreprise a déjà été recrutée, ben, là, ça va être vraiment des choses qui vont être à la marge et qui vont être beaucoup plus dures à mettre en débat, bien entendu. Une autre question sur justement l'expression de ce nom. Que faire quand on n'arrive pas à faire évoluer le projet, que chacun reste campé sur ses positions? Quelles sont les pistes Euh, quand ça coince? Alors effectivement, quand ça coince, je pense que une des choses, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment envie
de mettre, de mettre le projet en débat. Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler ensemble? Si la réponse est non, je pense que ça sert à rien de, de vouloir le faire, puisque si on n'a pas envie, si aucun des deux parties n'a envie d'aller dans ce sens, si au contraire on a envie de le faire, mais que finalement on n'arrive pas à se retrouver, je pense que la question d'un tiers médiateur et la mise à disposition d'outils justement de facilitation peut aider à amener un point de convergence. Voilà. Merci. Et on a une autre question, c'est comment faire la différence entre un nom issu des collectifs et un nom porté par un seul individu, exprimé par le groupe suite à l'influence de cet individu. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mm. Mais je pense que c'est aussi dans les temps d'échange privilégiés et c'est aussi pour ça que nous, on utilise souvent des outils type post-it, etc., qui permet aussi ou ces jeux de cartes qui permettent de faire aussi entendre les voix silencieuses parce qu'un post-it c'est anonyme, parce qu'un jeu de cartes, on va faire un tour de table et chacun va choisir son sujet d'opposition et son sujet préférentiel, que finalement on va réussir à faire exprimer l'ensemble des participants et on va pas être sur une seule voix qui s'exprime parce qu'elle a convaincu tout le monde. À un moment, quand on est face à son jeu de cartes, à son post-it, c'est bien chacun qui écrit et chacun qui a une opinion personnelle. Une question sur peut-être des échelles de projets différentes. Est-ce que c'est des outils qu'on imagine aussi pouvoir appliquer pour les architectes et les maîtres d'œuvre, notamment en conception de projets avec leurs équipes ou en lien avec la maîtrise d'ouvrage, donc en se détachant de l'échelle de l'urba et de se recentrer plus sur à une échelle, par exemple, conception d'un bâtiment. C'est des choses Euh, que vous avez déjà testées. On l'a fait plusieurs fois en phase programmation dans le cadre d'études de faisabilité, justement où l'idée c'est de construire un programme ensemble, notamment avec la maîtrise d'ouvrage. Justement, alors ça va être moins collégial, enfin pas moins collégial, mais pas, on va pas avoir autant de post-it. Mais par contre, un petit jeu de cartes, choisir des usages préférentiels, euh, ça peut être vraiment transmis. La question des scénarios commentés aussi avec des tendances, des partis pris différents sur lesquels justement on vient annoter les choses en disant bah, là je pense que c'est pas adapté, là je pense que c'est au contraire vraiment très adapté. Pour moi, ça peut se faire vraiment à toutes les échelles. Donc, Merci pour ce premier temps de présentation. Claire, Aura, on va te proposer de prendre la suite pour nous parler de la divergence vers la convergence ou comment laisser la place à la complexité pour favoriser l'intelligence collective. Et après, nous avons prévu un petit temps d'échange regard croisé entre Claire et Aura. Alors, du coup, il me semble que Voilà, super. Attends. Je vais partager mon écran. Et bien sûr, tu pourras répondre aussi à Aura par la suite à la question qu'on a exprimée tout à l'heure sur Ok. comment faire la différence entre un nom individuel et un nom collectif. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir faire vraiment un complément avec tout ce que Claire vient de nous partager, notamment sur la dimension psychosociale, c'est-à-dire que toutes les, le projet nous amène à être en interaction entre différents rôles, le maître d'ouvrage, les habitants, les concepteurs, des référents projets au sein des collectivités. On a un certain nombre à la fois d'acteurs
de rôles, de personnes en fait qui interagissent. Et c'est ce regard-là que je souhaite porter aujourd'hui en complément sur ce positionnement psychologique et ce que ça veut dire aussi essayer de faire autrement. Donc, comme l'avait dit Hélène au tout début, s'opposer peut être bien vu, mal vu. Des fois, on peut hésiter de se positionner en tant que voilà, quelqu'un qui va venir questionner un projet. C'est pas forcément une position qui est confortable, que pas tout le monde a envie d'avoir, mais qui est systématiquement là. On parle souvent il y a systématiquement quelqu'un qui dit non ou des groupes de personnes qui disent non et c'est inconfortable. Et c'est inconfortable parce que quelque part, ça vient un peu nuire le bon déroulement d'un projet. euh, Parce que quelque part, ça vient empiéter un peu l'ordre normal des choses, ou c'est quelqu'un qui va pas faire comme font les autres. C'est quelqu'un qui va sortir du lot, un peu comme on a dans l'image, et qui ne suivent pas. Et aussi, pour celui qui souhaite s'y opposer, ben, c'est important de faire entendre sa voix, voire même celle de plusieurs voix, parce que c'est un sujet, une question qui brûle à l'intérieur de soi et qu'on ne peut pas vivre sans pouvoir l'exprimer, parce que quelque part, c'est important. Et dans les deux cas, le groupe et l'individu prennent un risque, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés au regard des autres, au jugement de ce que chacun représente, ce que ça va, ce que l'élu va penser, ce que l'habitant va penser, ce que le concepteur va comprendre. Donc, on est toujours un peu dans ce mélange d'univers d'acteurs et où chacun d'entre eux va chercher l'acceptabilité des propos de l'un et l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a rien que le rôle que chacun va avoir va empiéter notre regard sur l'autre. Et donc, on va essayer pas essayer, mais systématiquement, on va situer les comportements des uns et des autres par rapport à ce qu'on pense que doit être un élu, ce que doit être un habitant, ce que doit être un concepteur. Et on va attribuer des caractéristiques propres à chacun. Et donc, quelque part, déjà, quand on va commencer à dialoguer, on commence avec un imaginaire de comment l'autre doit se comporter dans cette situation-là. Et ça nous confronte à presque un premier écueil, c'est celui de dire que le dialogue sert surtout à convaincre l'autre. Parce que je suis là pour dire bah, c'est le meilleur projet ou c'est ce qu'on a déjà travaillé le plus. Et donc, recevoir une opposition, bah, du coup, c'est un peu dur parce qu'on a travaillé, euh, on a fait plusieurs allers-retours avec l'élu, avec le commanditaire. Donc, du coup, on va aller confronter ça et peut-être que si ça sert à rien. Et si on va avoir plein d'oppositions. Donc, presque notre monde s'écroule. Et donc, mais je dirais que c'est presque le positionnement de chacune, c'est-à-dire que tout le monde va essayer, va s'efforcer de convaincre l'autre. Et donc, dans ce cheminement-là, on va oublier de s'écouter. Donc, quelque part, on est tous l'opposant de l'autre. Et donc, dans ce jeu-là, euh, on se dit, mais est-ce que ça sert à quelque chose de s'opposer? Est-ce que quelque part, ça sert de faire la concertation? Et même, souvent, quand on s'imagine les situations de concertation, voire même de débat, on a presque l'image quand on est sur un ring de boxe, où celui qui parle le plus fort ou celui qui donne le plus d'argumentaire est celui qui gagne. Mais peut-être que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce combat aide le groupe à avancer? Est-ce que ça sert à l'intérêt général? Est-ce que c'est nécessaire de vraiment s'opposer? Et moi, je dirais oui, c'est important. Je suis vraiment pour qu'il y ait de l'opposition systématiquement, mais, mais d'une façon contributive. Parce qu'il faut qu'on se demande pour en faire quoi? À quoi ça nous sert? Et qu'on puisse avancer. C'est vraiment très important parce que si on n'avance pas, on perd la motivation. Et si on tourne en rond,
Du coup, comme je disais au tout début de l'introduction, on va pas s'évanouir, on va pas avoir des bonnes de qualité de relation, on va pas apprendre. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est justement d'explorer 4 principes clés, justement pour faire une opposition qui est constructive, qui nous aide à aller vers la créativité, vers l'intelligence collective. Donc, parce que surtout, pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à renouer le débat, surtout avec une intention d'apprendre, de créer avec l'autre, euh, et pas dans une intention d'essayer de convaincre, parce que sinon, on va s'épuiser. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que Claire nous a montré jusque-là, qui nous aide à penser autrement et à intégrer le non. Donc, dans un premier temps, il y a pour moi le principe de la pensée latérale, ça veut dire changer le regard sur le problème. J'ai mis ces 9 points. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce jeu, mais c'est entre guillemets assez simple, les consignes. Les consignes de ce jeu, c'est de relier les 9 points que vous voyez à l'écran dans un seul trait, en une seule fois, par 4 traits. Donc, l'objectif de cette matinée, c'est pas de résoudre l'exercice tous ensemble, mais déjà, si certains l'ont déjà fait, ils connaissent certainement des réponses. Mais ce que cet exercice nous demande, c'est essayer de sortir de notre cadre de pensée, de comment systématiquement on peut penser. Donc, une première réponse, c'est se dire, du coup, je crée ce premier trait comme ça, et hop, donc j'ai mes 9 points reliés. Je fais la petite animation pour voir un peu le cheminement du trait. Euh, mais aussi, il y a, donc en général, ça prend un petit peu de temps d'arriver à cette première solution. Je ne sais pas, peut-être dans le chat, s'il y a certains qui ont déjà fait, pardon, qui ont déjà fait cet exercice-là. Euh, ont peut-être d'autres façons de faire, d'autres réponses. Je sais, je ne vois pas le chat. Euh, mais il y a aussi, donc là, je passe plus en mode pas présentiel, mais pas digital. J'ai fait la même chose sur cette feuille. J'ai les mêmes 9 points euh, que cette fois-ci, je vais changer un peu aussi de la façon de m'y prendre. C'est-à-dire que au lieu de penser que la contrainte, c'est l'espace de ma feuille, la feuille, ça va être l'outil qui va m'aider en fait à relier les points. Donc, si je hop, fais un peu de créativité ce matin, mais déjà, si je roule ma feuille et que je la colle ici et que je relie les points hop, à partir d'ici et je fais le tour. Je relie tous les points avec un seul trait. Et donc là, c'est la feuille, donc le cadre, qui m'a permis de trouver une réponse très différente de ce que j'aurais imaginé. Donc, la pensée latérale, c'est ça, et on en a besoin, parce que la façon de fonctionner qu'on a jusqu'à maintenant nous amène à avoir toujours les mêmes solutions. Et donc, sortir du cadre, c'est extrêmement nécessaire pour pouvoir se dire que peut-être il y a vraiment d'autres formes de relier les points. Euh, donc et ça, c'est vraiment psychologique, c'est-à-dire c'est le partage avec les personnes, c'est le partage d'expériences, c'est c'est sortir de la zone de confort qui nous aide à développer cette capacité de développer notre pensée latérale euh, et, et de comprendre le problème qui nous est posé autrement pour pouvoir apporter des solutions différentes et donc davantage créatives. Le deuxième principe,
qui va un peu dans le même sens, c'est la pluriversalité. C'est un concept qui vient d'un anthropologue qui s'appelle Arturo Escobar, colombien, qui nous parle de à quel point la diversité et la différence sont vraiment au cœur de la vie. C'est-à-dire qu'on en a besoin de regards différents pour construire et comprendre le monde qui nous entoure. Si on n'a pas ces regards différents, quelque part, on reste sur notre seule même vision. Et quelque part, les personnes qui s'opposent ont une bonne raison de s'opposer. Et tant qu'on regarde cette opposition au travers de c'est l'opposition du projet ou, et pas comme c'est une information de à quel point ce projet vient changer quelque chose dans la vie ou dans le fonctionnement d'un quartier, dans le fonctionnement aussi de travail des personnes qui travaillent dans ce quartier aussi ou dans l'espace qu'on va intervenir, là, ça vient nous rendre compte de quelque chose aussi. C'est pas que de l'opposition, c'est surtout de l'information. Donc, de pouvoir comprendre quels sont les différents mondes qu'on vient impacter, les différents systèmes qu'on vient impacter quand on fait un projet, ça nous aide à développer notre vision de système, de comment il y a cette interdépendance entre les groupes qui habitent, donc les habitants, les personnes qui y travaillent, le fonctionnement, et à quel point le projet, en fonction de à quel point il est développé, il peut être reçu et en fonction de comment il va être appréhendé, compris, parce que c'est ça aussi, il va avoir un degré différent de opposition. Dans la mesure où il vient répondre vraiment à des besoins, il sera davantage accepté. Dans la mesure où il va être plus on est perçu, plus en écart avec les besoins, il va être moins accepté. Donc, si déjà en amont, vous comprenez quelles sont les différentes visions du quartier, même des personnes qui travaillent, vous serez en meilleure capacité, même de la façon de présenter le projet et de dire à quel point il vient répondre à des besoins en amont. Et d'ailleurs, sur ce point-là, j'ai une question rapide aussi à vous poser. C'est à quel moment vous êtes senti le plus fier de vous-même dans un projet? Et là, vous pouvez faire une réponse libre dans le chat, que je pourrais reprendre après. Et c'est très important, cette question-là, de à quel moment vous êtes senti fier de ce qui s'est passé. Et j'ai mis ces deux images en illustration parce que de l'artiste lyonnais MMM, parce que je trouve qu'elles illustrent très bien en fait à quel point c'est toujours une question de perception. C'est-à-dire que avant l'intervention de l'artiste, on s'aurait dit mais franchement, ce mur il est dégueulasse, il est sale, il n'est pas entretenu. Et à partir de cette intervention-là, on se dit, ah, mais peut-être que il y a un monde derrière le mur, un monde qui se cache et qu'on ne voit pas. Ou cette séparateur dans la rue qui nous permet, qui est là vraiment de façon fonctionnelle, mais que grâce à l'intervention, on le voit autrement, on le fait exister, on observe, on s'arrête, et même notre comportement change dans l'interaction avec l'espace. Parce que s'il n'y aurait pas forcément de mise en valeur, on ne l'aurait pas forcément observé. Donc, le changement de perception vient même nous changer, nous, comment on va venir interagir et percevoir l'autre. Et c'est exactement, donc là, je donne l'exemple avec l'espace, mais c'est exactement avec les personnes. On peut changer notre perception des autres personnes. Le principe 3, c'est justement celui de travailler sur l'acceptabilité et les risques. Et donc, les potentiels risques et être en capacité de, en même titre que l'exercice qu'on a fait avant, des points, ça nous aide à relier les points. C'est-à-dire que plus on a d'informations, c'est-à-dire que c'est notre petit crayon et le trait qu'on va venir faire, on sera en capacité de mieux relier tous les points. Et par exemple, moi, à chaque fois que je fais un projet,
Un acteur, c'est un point. Et de comprendre comment il va regarder l'autre, ça me permet de relier les points et de comprendre pourquoi il y a à la fois des oppositions, des incompréhensions, et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour mieux, pas seulement se comprendre, mais surtout œuvrer communément. Et qu'il y a des intérêts divergents, mais un besoin, une interdépendance à créer, parce qu'elle est déjà là. Euh, pour finir, ce que j'appelle s'ouvrir à une troisième voie, qui est de se dire qu'on a vraiment besoin de réponses créatives différentes de ce qui existe. Moi, je crois vraiment en ça. Et d'ailleurs, les expériences en psychologie sociale nous montrent à quel point on peut se conformer à la norme. On a une des grandes expériences et justement l'expérimentation dans un groupe où un individu est demandé de voir sur 4 lignes. C'est vraiment des expérimentations très simples, mais euh, de comparer les lignes et dire lesquelles ont exactement la même longueur. Dans le groupe, il y a seulement une personne qui est en expérimentation, c'est-à-dire que le groupe agit de façon volontaire. Ils ont reçu des consignes pour dire des réponses fausses et on évalue à quel point l'individu se conforme à ce que le groupe dit. Et ce qui est assez intéressant dans les résultats de cette expérience, c'est que les individus qui ne se plient pas forcément à la norme du groupe, pour la plupart, ont des réponses davantage créatives, ont des profils plutôt créatifs, pardon. Euh, et donc, ce qui nous apprend cette expérience, c'est quelque part, on est soumis à un conformisme de groupe, ce qui est normal par plein de phénomènes, que je ne vais pas rentrer en détail ici, mais en même temps, et c'est important, et en même temps, c'est important de sortir du lot parce que ça amène de la créativité, on sort une idée différente, nouvelle, ce qui aide à avancer le groupe. Et d'ailleurs, pareil, dans les recherches, les groupes davantage plus créatifs sont les groupes qui sont composés par des profils qui portent des idées souvent différentes. Donc, quelque part, c'est vraiment une invitation à vous dire qu'on a besoin du non. Mais c'est surtout de savoir, comme nous l'a montré Claire, de l'intégrer et pas de le sortir, de pouvoir se dire que c'est un non constructif et que on puisse avancer tous ensemble. Parce que quelque part, et pareil, là c'est encore une autre recherche et je vous donnerai la référence après. Dans les activités humaines, on a souvent deux types de profils, un profil de suiveur et un profil de novateur. C'est celui qui va aller chercher des idées différentes et ceux qui vont mettre en œuvre ces idées déjà acquises. Mais un groupe qui est composé ou que de suiveurs ou que de novateurs, finalement, à chaque fois, il va s'épuiser. Et ce qui nous dit la recherche, c'est qu'on a besoin des groupes qui soit composé de profils à la fois de suiveurs et de novateurs pour pouvoir arriver à atteindre l'intérêt commun. Ce qui est un peu injuste au détriment des fois à l'intérieur de l'individu parce que pas tous les individus vont obtenir les mêmes gains. Voilà, là, c'est un peu de la recherche. Mais quelque part, ce qui nous intéresse, c'est finalement comment on arrive à aller vers des idées et des postures différentes sur le nom. Pour finir, ce qui nous permet d'intégrer le nom et d'intégrer les postures de chacun, chacune, c'est aussi de comprendre, nous, où est-ce qu'on en est dans notre compréhension et l'objectif des autres. C'est-à-dire que si euh, l'objectif du concepteur, c'est de pouvoir mettre en œuvre le projet. Si l'objectif de l'élu est de pouvoir convaincre ses administrés, chacun a un objectif.
Mais euh, d'une certaine façon, on est guidé par là où est-ce qu'on veut amener l'autre. C'est-à-dire, je veux convaincre l'autre de. Donc déjà, j'ai une intention. Or, la personne considère qu'elle est elle a des attentes, elle a un positionnement différent. Euh, elle peut me dire aussi là là elle est, où elle est, où est-ce qu'elle est en est du changement, où est-ce qu'elle elle considère que c'est important pour elle, et aussi là où elle veut aller. C'est-à-dire qu'il y a souvent aussi des écarts sur nos objectifs. Et tant qu'on ne partage pas nos objectifs de là où on veut aller, on va pas arriver aussi à se comprendre et on va pas aussi arriver à comprendre le nom, d'où il vient ce nom. Et peut-être que le nom, il vient pas seulement du refus du projet, c'est des écarts de qu'est-ce qu'on cherche chacun, de qu'est-ce qui nous intéresse et moi aussi, qu'est-ce que je veux, j'attends de l'autre. Donc ça nous demande, nous aussi, de travailler sur nous, notre vision notre positionnement vis-à-vis de l'autre. Et pour finir, je pense aussi qu'on a besoin énormément d'espace qui nous amène vers cette créativité, des échanges différents de ce qu'on a. Et des formats existent pour ça. C'est surtout aux États-Unis, mais ici en France, il y a ce dispositif qui est mis déjà en place, les bibliothèques humaines, notamment pour comprendre des histoires, recevoir, accueillir, lire des histoires humaines qui nous entraînent, type vraiment entraînement relationnel, à écouter l'autre sans jugement. Ça, c'est une façon de s'entraîner à comprendre et à écouter les autres et accueillir le parcours de chacun, chacune. On a des formats de design fiction sur des scénarios où il y a des oppositions, mais aussi des simulations de situations qui nous aident aussi à prendre du recul sur les formes d'opposition. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous aide à nous mettre en observateur des situations et nous sortir c'est presque comme si on avait une caméra GoPro ici sur nos têtes et au lieu de regarder l'autre, on se voit tous en situation. Et ça, c'est aussi extrêmement important pour pouvoir prendre du recul. On a aussi aujourd'hui les controverses d'utilité publique c'est un format assez intéressant pour se dire comment on renoue avec la notion de débat qui soit sur un débat constructif fructifères pour nos échanges, mais qui mettent en débat des questions qui nous tiennent à cœur, qui font brûler à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est plutôt des ressources en fait que je vous conseille pour aller plus loin, un podcast philo pour alimenter l'art du désaccord. Ça, c'est un événement qui s'est tenu cette année et j'espère qu'il aura lieu aussi l'année prochaine sur le Forum des acteurs de la non-violence pour pouvoir apprendre et s'entraîner justement à débattre, à pas forcément être donc convaincre l'autre, mais comment on construit. Parce que on s'entraîne en fait, c'est pas un acquis. Et justement, la vidéo des suiveurs et des innovateurs qui vous permettent de comprendre mieux les expériences en psychologie sociale et l'innovation des groupes. Pour finir, une citation de Donella Meadows, qui est une grande chercheuse qui n'est plus avec nous, mais sur le design des systèmes. La ressource la plus rare n'est ni le pétrole, ni le minerai, ni l'air pur, ni le capital, ni le travail, ni la technologie. C'est vraiment notre capacité à nous écouter, à apprendre les uns des autres et à rechercher une vérité qu'on construit plus que la raison que chacun peut avoir. Et donc, je finis avec ce mot de fin. J'espère que j'ai tenu avec les temps. Et je vous remercie de votre écoute. Merci Aura. La vérité, effectivement, est un grand sujet qui nous anime toutes et tous. Et cette recherche de la vérité. Est-ce qu'on te fait le retour sur
la question collective que tu as posée pour André. Oui, je veux bien. Alors, donc un premier retour quand j'ai réussi à faire couler un projet que je devais porter et qui me rapportait de l'argent, mais qui n'était pas conforme à mes valeurs perso. Alors, Quand on m'a remercié car le bâtiment était confortable. Quand mon maître d'ouvrage s'est approprié la démarche bioclimatique et biosourcée pour la porter à son tour. Et Pardon. quand nous avons pu exécuter avec succès une technique que nous n'avions jamais mise en œuvre auparavant, c'était un non constructif. Est-ce que tu Et souhaites rebondir sur... ouais. En fait, et ça va vraiment dans le sens que j'imagine, bah, pas que j'imaginais, mais que je voulais aller. Chacune des expériences est reliée à quelqu'un. Quand mon maître d'ouvrage s'est approprié de la démarche. Quand nous avons pu exécuter avec succès une technique. Donc, c'est pour moi un peu des verbatims pour vous dire à quel point, en fait, ce qui est important, c'est pas seulement la technique, c'est qu'on arrive à le faire ensemble. Et c'est les moments où on est le plus fier parce qu'on l'a fait ensemble. Et donc, ça nous prouve bien que, on ne peut pas faire de façon isolée. On a besoin de faire des nouvelles choses différentes, mais ensemble. Et comme ça, on est fiers. Il y avait une question aussi qui est arrivée sur comment faire participer un non qui est finalement hors sujet ou contre-productif à l'intérêt commun. Donc, comment prendre en compte, comment faut-il prendre en compte tous les noms? Et peut-être que c'est une question à laquelle on vous invite à répondre toutes les deux là, dans cette, vu qu'on a la chance d'avoir deux intervenantes sur ce sujet aujourd'hui, de profiter de ce temps d'échange pour avoir un regard croisé sur les questions qui nous sont posées. Je dirais que justement, l'objectif, c'est de se dire quelle information le nom me dit avant que ce soit une opposition. C'est de se dire qu'est-ce que la personne ou le groupe de personnes me dit. Et donc, c'est un peu en lien avec la question de Laurent avant. C'est pas forcément la même chose quand c'est un groupe, quand c'est un individu. Quand c'est un nom qui est porté par un groupe, moi, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que le groupe a bossé le sujet. S'ils l'ont bossé, c'est qu'ils en savent quelque chose et ils ont quelque chose à m'apprendre. Euh, pour la question de l'individu, là, pour moi, ce qui est intéressant de se dire, quel est le rôle de l'individu, de cette personne dans le projet? Et que sûrement le nom ne vient pas faire opposition au projet. Il peut venir faire opposition peut-être à quelqu'un par une relation de pouvoir, par exemple. Donc, il y a une réflexion en amont, quelque chose pas très long, mais juste de comprendre qui est cette personne, quel est son rôle, quels sont ses liens avec les autres et situer le nom. Pour moi, avant de juger le nom, et que c'est vraiment ça, c'est des mécaniques de stratégie de réponse, c'est avant de évaluer, de juger le nom, c'est comprendre et situer qu'est-ce qu'il me dit. Et ensuite, sur le hors-sujet. Les hors-sujets, je les trouve surtout intéressants parce que c'est un hors-sujet que nous, on considère hors-sujet. Alors que la personne peut le considérer que c'est dans le sujet. Que ce soit pour un espace de expression, si la personne vient s'exprimer sur, pas sur le projet, mais sur un autre sujet, peut-être que c'est parce qu'ailleurs, elle n'a pas forcément l'espace. Donc, ça m'informe, moi, qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'espace pour dire ce qu'il dit, pas seulement sur le nom. Et donc, qu'il est nécessaire de créer un espace sur ce sujet-là. Et ensuite, contre-productif. Et donc là, la question, elle est aussi très intéressante, c'est de qui évalue qu'est-ce qui est contre-productif pour l'intérêt commun. Donc là, pareil,
On peut aller voir la question des suiveurs et des novateurs. Est-ce que c'est un nom qui vient questionner l'objet même ou les modalités de réalisation du projet? C'est pas forcément la même chose. Et comprendre quel est l'intérêt commun. Si déjà en amont, et comme l'a dit Claire, le plus important, c'est vraiment travailler en amont sur le partage des visions du projet. Pas d'en faire une vision commune, mais de ce que chacun comprend. Pour déjà amener la nuance sur ce que c'est et ce qui n'est pas le projet. Et que peut-être déjà avec ce travail-là, on peut définir qu'est-ce qui est l'intérêt commun pour petit à petit aller vers ce qu'on appelle en intelligence collective, un processus de convergence. Donc, je ne sais pas si Ouais, j'ai ouais, bien répondu à toutes les questions. si, mais alors peut-être juste pour parler d'outils, c'est- Euh, justement, tu parlais de ce cadre d'écoute et moi, il me semble justement pour faire participer ce non hors sujet, ce non contre-productif, c'est vrai que souvent dans des instances réunions publiques, tables, ateliers participatifs, etc., on peut très bien avoir une table de doléances en fait pour entendre ces non contre-productifs. Euh, entre guillemets contre-productif, mais c'est souvent effectivement des choses qui sont liées, par exemple, à des dysfonctionnements dans le logement, quand on travaille, par exemple, avec des bailleurs sociaux, qui peuvent être en lien avec des dysfonctionnements de l'espace public, quand on travaille sur de l'aménagement d'espace public. Donc, une table qui permet justement de recueillir ces doléances pour pouvoir les traiter. Et une fois qu'on résout ce problème, justement hors sujet, effectivement, l'atelier participatif n'a pas lieu de traiter ce sujet ce sujet hors sujet, mais ça peut être un cadre sur lequel on peut venir apporter des réponses dans un temps plutôt court parce que les personnes, les protagonistes sont là. Donc ça peut être ce moyen justement de remettre la personne dans le sujet et dans le sujet du projet. C'était vraiment l'objectif de l'exemple que j'ai présenté à Saint-Germain-en-Laye, hein, de cet atelier Venez râler. Ça permettait de parler de tous les hors-sujets pour ensuite construire des choses ensemble. Et après, il faut aussi accepter qu'il arrive dans beaucoup d'instances de participation qu'il y ait une personne qui est là pour dire je ne suis pas content, je suis opposé au projet, mais qui ne veut pas participer. Et c'est souvent des personnes qui vont parler très fort au début et qui ensuite vont se mettre complètement en retrait, voire partir, parce que effectivement, ils sont dans un processus d'opposition, mais pas de construction commune. Peut-être une question qu'on peut vous poser communément également sur ce que vous observez aussi dans votre quotidien. Comment est-ce que les professionnels s'emparent ou peuvent s'emparer du non pour que ce soit pas un frein en démarche participative? Un peu quel est l'état de l'art que vous pouvez observer chez les professionnels que vous côtoyez dans vos métiers? Aura, tu peux répondre? Attends, j'étais en train de chercher les références, du coup, j'ai Ah, pas entendu la question, excuse-moi. C'est l'état de l'art chez les pros que vous côtoyez par rapport à s'emparer du non dans les euh, initiatives. alors, je sais pas, peut-être. Alors, bien sûr, on est toujours en lien avec les gens qui nous ressemblent. Alors, c'est peut-être pas évident de faire un état de l'art. Par contre, il me semble, notamment dans les marchés publics, que cette question de la participation, de l'assistance à maîtrise d'usage sont des thèmes qui se développent. Je vais prendre un exemple aussi, rien que dans la formation des DQE, il y a 10 ans, c'était pas un thème qu'on abordait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait aussi partie de cette formation longue. Donc pour moi, ça devient une pratique et je pense qu'il faut la confronter hein, aussi, l'interroger, est-ce que c'est vraiment utile, etc.
parce qu'il y a, par exemple, dans les projets de renouvellement urbain, il y a un bilan très, très dur sur cette participation citoyenne, avec un état de l'art qui dit finalement la participation citoyenne, ça fonctionne pas. En fait, les habitants enfin, ne participent pas, ou en tout cas, c'est utilisé contre eux de certaines manières. Enfin, voilà. Donc, c'est un sujet, mais je pense que c'est intéressant de le creuser. C'est pas pas une raison pour abandonner cette idée de mettre le projet en débat. Voilà. Enfin, pour moi, c'est un peu euh, cet état des lieux, peut-être pas état de l'art, mais que je vais, voilà, que je peux peut-être transmettre. Et, voilà. En fait, pour moi, ça relève à la fois de la culture et de la maturité de la dimension de la participation citoyenne. C'est-à-dire que selon le degré de maturité, c'est-à-dire à quel point on considère que c'est à la fois important et nécessaire d'intégrer des démarches participatives et que je mets les moyens en œuvre. Et c'est pas un jugement, c'est vraiment, on peut, selon ce degré-là, on va pas forcément concevoir et appréhender les démarches participatives de la même façon. Parce que on va les voir plus comme une couche en plus, comme une règle à faire en plus, parce que ça fait partie de la réglementation, et pas comme une condition sine qua non à faire systématiquement, parce que c'est le lieu de vie des personnes. Et cela dit aussi, on est dans un contexte démocratique, et je vous conseille aussi ce rapport-là. Je pourrais vous mettre le lien aussi dans les références. On a en fait en France une culture de la participation qui est tournée vers l'individu et la dimension active de l'individu. Et alors que dans les pays plutôt anglophones, la culture du plaidoyer est davantage ancrée. C'est-à-dire que même au même titre que, je ne sais pas, une entreprise qui va faire du plaidoyer sur une loi, les collectifs des personnes peuvent envisager ça parce que ça existe aussi dans leur culture. Donc pour moi, c'est à la fois une question d'historique sur à quel point on considère que c'est important que l'individu et le citoyen existent et sa parole existe, et les mécanismes démocratiques qui existent aujourd'hui pour que ça passe, ou pas du tout. Et aujourd'hui, justement, dans certaines recherches qui ont été faites dans la démocratie participative en renouvellement urbain, on voit qu'il y a de l'inégalité de la participation parce que c'est par rapport à justement l'objectif, c'est de faire participer et c'est pas de comprendre qu'est-ce qui existe déjà. C'est vraiment pas les mêmes points de départ. Parce que faire participer, ça demande à ce qu'il y ait, un peu comme on voit dans l'information, à la fois une légitimité, un sentiment de concernement, un tas de choses, de conditions qui font que ces cases sont remplies notamment par les Français, les personnes qui parlent français, les personnes blanches, et du coup, on retrouve systématiquement les mêmes. Donc, quelque part, on a des conditions de mise en œuvre de la démocratie qui font que on ne puisse pas écouter tout le monde. Et c'est pas une question d'individuel de les gens ne participent pas. Donc, c'est vraiment, pour moi, la nuance, elle est surtout là. Et sur la place, justement des outils, d'animation, pourquoi pense-t-on communément qu'on a besoin d'outils? Et peut-être justement, un éclairage sur, des outils, adaptés, à tout le monde et selon les situations aussi pour qu'ils puissent permettre, à tout le monde de s'exprimer ou de se sentir en tout cas légitime, et confortable de s'exprimer. Alors, pour moi, la question des outils, c'est une question vraiment très importante parce que c'est à la fois une demande assez récurrente, c'est-à-dire que on nous demande quels sont les outils que je peux mettre en place pour faire la participation. Avec tout ce qu'on vient de voir, participer et se sentir écouté,
quelque part, ne se décrète pas. Donc, Claire l'a dit avant, on a besoin d'un cadre qui soit suffisamment sécurisant et qui nous permette de nous sentir en lien. Et pour moi, et c'est à la fois grâce aux outils, mais surtout avec quelle intention on arrive. C'est pareil, si on arrive avec l'objectif de faire convaincre les autres personnes que ce qu'on fait, c'est génial, en fait, les outils, ça sert à rien. Moi, à la limite, je préfère qu'on n'utilise pas du tout d'outils. Parce que l'intention n'est pas d'écouter les autres, c'est déjà de l'échanger et de faire ce que moi je veux. Donc, ce n'est pas une question d'outils, c'est vraiment une question d'objectif, de façon d'entrer en relation et de quelle façon on considère l'autre. Et vraiment, comme je disais au tout début, chacun a un rôle dans le projet, dans la construction d'un projet urbain d'une façon ou d'une autre. On représente des institutions, on représente des bureaux d'études, on a un rôle, une casquette. Et en fonction de ça, on va attendre un fonctionnement de l'un et de l'autre. Donc, tant qu'on ne se dit pas que je suis là, la valeur de ce que je vais faire là, c'est que je sois pour la suite fière parce que j'ai fait avec les autres et ils se sont appropriés, les outils n'auront pas de valeur. Alors que, il y en a des pléthores d'outils. Et je dirais même d'outils, de façon de procéder, de techniques, d'animation. Aujourd'hui, on a aussi tout ce qui est de l'ordre du design. Il y a énormément de choses. Donc, on ne va pas refaire un peu le monde sur les méthodes. Mais si les méthodes ne sont pas incarnées sur à quel point je suis en capacité de t'écouter et je veux t'écouter, les outils, ben, on peut les laisser de côté. Voilà. Très bien. Merci. Et peut-être une dernière question. Selon toi, quels sont les écueils du processus projet dans la conception aujourd'hui tel qu'on le connaît, notamment dans cette optique de technique humaine? Pour moi, c'est vraiment la grande question aujourd'hui parce que le faire projet, classiquement, ça veut dire qu'on a des étapes où on a à la fois saucissonné des savoirs et des activités. C'est-à-dire qu'à un moment X, dans un premier temps, on doit élaborer le projet avec le commanditaire. Ensuite, on doit faire, par exemple, une première version de concept pour qu'on arrive à se projeter pour qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et le mot concrètement revient aussi assez souvent. Ensuite, on va le concerter. Et ensuite, on va voir si on peut le réaliser ou pas et les dimensions économiques. Mais en fait, dans tout le processus là, je dirais que c'est même assez normal systématiquement on ait des noms. Parce que l'objectif du projet, c'est faire projet. C'est pas de créer ensemble. Donc moi, c'est vraiment une réflexion que je mène depuis plusieurs années, justement quand j'ai décidé d'intégrer, de travailler sur l'aménagement du territoire, qui est vraiment ma passion. Euh, et ça remet en question presque la place de tous les acteurs. C'est-à-dire que dans la mesure où l'objet principal, c'est de faire une opération et pas de faire projet et de faire communauté, on aura systématiquement des noms, tout le temps. Parce que le processus, il est fait, je dirais, pour ça. Pas pour construire en amont et se dire qu'est-ce qu'on a comme projet de territoire ensemble. Et il y a des expériences aujourd'hui qui commencent à nous montrer aussi d'autres façons de faire. Et c'est ça ce que peut-être aussi qu'il faut qu'on aille voir. Mais pour moi, le fait de saucissonner à la fois des étapes et des personnes nous enlève la vision je reprends ma petite feuille, de tous les points et qu'on a besoin de les relier. Et le processus, aujourd'hui, il n'est pas du tout aidant pour ça. On nous aide à avoir des parties, mais pas le tout. Voilà. Donc, on a à imaginer d'autres formes de faire projet. C'est dans la réflexion. Claire, tu souhaitais t'exprimer là-dessus? Alors,
C'est un peu difficile après ça, mais moi, je pensais juste rebondir sur la question de la créativité qu'Aura évoqué tout à l'heure et justement sur ce que les groupes d'habitants peuvent apporter. Parce que souvent, je dirais, là je vais parler en tant que conceptrice, on s'auto-bride et avec notre maître d'ouvrage en se disant, ben, finalement, on va pas proposer certaines choses parce que les habitants, les riverains vont pas être d'accord. On prend trop de risques sur l'opposition. Et en fait, on va proposer une solution ben, qui consensuelle, on va dire, qui peut convenir à tout le monde. Et ça m'est arrivé 2 fois dans le cadre d'aménagement d'espaces publics, notamment, et les 2 fois, c'était une place qui était utilisée comme parking, en se disant, dans les 2 cas, eh ben, en fait, il faut à tout prix maintenir une jauge de stationnement assez importante parce que aujourd'hui c'est utilisé comme un parking. Et dans les 2 cas de figure, ben, c'est finalement le travail avec les riverains, avec les habitants, mais aussi enfin, avec des réflexions riches sur la question des îlots de chaleur, sur la question de l'usage, de l'appropriation de l'espace, qui ont fait que finalement la question du stationnement, elle a été reléguée complètement au second plan avec bien sûr le maintien, je ne sais pas, entre 5 et 10 places de stationnement, mais sur une place entière finalement qui était dédiée, qui était un parking avant, ça reste anecdotique et c'est un sujet que la maîtrise d'ouvrage aurait pas mis à la base dans son cahier des charges et sur laquelle on aurait eu au départ vraiment une sorte de... On se serait senti presque foufou de présenter une proposition sans stationnement. Alors qu'en fait, non, c'est quelque chose ben, qu'on a, qu'on a travaillé ensemble, mais qui a été demandé comme cahier des charges de programme par les groupes d'habitants et justement ces ateliers participatifs. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, la notion de créativité, elle est importante et elle nous aide, en fait, dans le projet. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais rebondir. Ne pas s'interdire, effectivement. Merci à toutes les deux pour ces présentations et ces temps d'échange. Je vais vous repartager la présentation pour les éléments d'actu à venir. Donc merci Claire et Aura, on l'aura compris, se positionner en opposition, c'est aussi une façon de commencer à faire des propositions. Ce nom, il peut être constructif, avec des profils riches qui contribuent au projet et ça s'organise en amont du projet pour converger vers le commun. Donc merci beaucoup pour ces présentations, ces temps d'échange et ces ressources aussi qu'on prendra soin de partager aussi avec le fil de la bulle à l'issue de cette connexion. Et donc pour les actus à venir, on se retrouve le 16 décembre pour notre 21e bulle avec Cédric Creton sur les évolutions de la RE 2020 en 2026, garder le cap environnemental malgré tout. Les bulles précédentes sont également en replay sur notre site internet, donc celle qui s'affiche là à l'écran et celle d'aujourd'hui. Donc on vous transmettra le replay et le fil de la bulle habituel d'ici la semaine prochaine. Un rappel sur les démarrages de formation des DQ, donc on en a largement parlé en amont de cette bulle et pendant nos échanges. Donc on se retrouve en webinaire le 27 novembre en amont des 2 démarrages Paris et Lyon au mois de décembre. Il y a encore quelques places pour chacune des 2 formations. Et en formation courte, on en a parlé en introduction et notamment avec toi, Aura, sur la formation adaptation changement climatique à Paris, à Lyon et à Strasbourg. Et d'ici la fin d'année, à distance, à Lyon, à Paris et à Strasbourg. Et les dates 2026 commencent à être mises en ligne aussi sur notre agenda.
accepter l'altérité pour enrichir et ne pas penser en silo, et de façon saucissonnée, comme vous l'avez rappelé toutes les 2. C'est ce qu'on va retrouver aussi, dans notre façon de faire et notamment sur nos formations et tout ce qu'on propose ensemble. Hem, merci encore à tous et à toutes pour votre mobilisation autour de ces bulles, et autour de ces temps d'échange et de partage, où on essaie vraiment de, voilà, de prendre un peu le contre-pied de nos pratiques courantes et de ce qui est un peu dans l'air du temps aussi. Nous avons essayé de transmettre au maximum vos réactions et vos questions et donc comme disait Hélène, nous produirons comme à l'accoutumée, un fil de la bulle et qui sera fourni avec le replay à l'issue de ce webinaire et vous serez informés, par mail, dès que ce sera mis en ligne et comme à chaque fois, on se réjouit de vous avoir retrouvés si nombreuses et nombreux, lors de ce temps d'échange. Et merci à toutes et à tous. On a scrupuleusement respecté le timing pour cette bulle. Bravo, challenge relevé aussi pour nos intervenantes. Et merci encore à vous deux et à tous les participants, toutes les participantes. Merci aussi à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Et pour vos Au revoir. sympathiques messages, Oui. Ouais. bonsoir. Mm. Et bon Ah, appétit. bon appétit. On se retrouve donc, avant les vacances de Noël, pour ceux et celles qui le peuvent et le souhaitent, sur la RE 2020, mais ce sera de façon un peu décalée. Comme vous pouvez vous en douter.